Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et on est avec Jean-Paul. Bonjour. Bonjour, la fraîche. Tu as commencé Emily in Paris. Lorsque tu étais naissant. Non, je n'ai pas commencé ça. Je poursuis d'abord Landman. Oui, Landman, comme l'affaire de pétrole là. Ouais, donc c'est ce que je Les intrigues tournent autour de quoi? La corruption? C'est tout ça. Il y a la corruption, le délit d'initié, le trafic d'influence, voilà, le meurtre aussi. Mais toi, qu'est-ce qui t'intéresse dedans? Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les dessous d'un business, en fait. Quand tu regardes, et ce que j'aimais dans le premier épisode, c'est qu'il y a une phrase que Bobby Bob Thornton dit que... Parce qu'il va, dans le premier épisode, il veut louer un terrain qui appartient à quelqu'un qui est dans le trafic de drogue. Ah ouais. Tu vois, non? Et donc, le gars, il comprend pas trop pourquoi le gars veut... Et il pense qu'il y a un piège là. Le gars lui dit non, j'ai besoin de ton terrain parce que le sous-sol de ton terrain a déjà été vendu et tout ça. Et il y a du pétrole. Donc, moi, je vais exploiter le pétrole. Maintenant, tu as deux options. Ou tu me loues ton terrain, non seulement je vais te payer parce qu'il y a la location et puis toutes les dégradations qu'on va faire sur le terrain parce qu'on va creuser des puits et tout ça, je te paye. Et je vais m'arranger à ce que la DEA ne s'intéresse pas à ton business. Tu vois, non? Ouais. Et puis on est gagnant-gagnant. Ou bien, tu refuses de me vendre le terrain. Tu peux même me buter, il n'y a pas de problème. Mais la DEA va s'installer demain devant ton terrain. Et donc ton business est mort, quoi. Ça ressemble un peu à Gentleman. Tu as regardé la série? Non. Il faut regarder ça. C'est une très belle petite série. Voilà. C'est un gars qui est dans les casques bleus en Afghanistan. Et son père meurt. Tout le monde pense que le père va laisser l'héritage au grand frère, mais le père lui laisse l'héritage. Mais l'héritage là, c'est un champ de cannabis dans leur grande concession en Angleterre. Ah oui, j'ai vu ça. Oui, j'ai vu ça. Et il y a un des partenaires de son père qui voulait récupérer le truc, qui voulait l'entuber. C'est avec Matthew McConaughey, je crois. Ouais. Oui. Non, j'ai suivi ça. Et donc, il disait aux trafiquants que nous, on fait la même chose. Sauf que toi, c'est pas légal. Parce que nous, on crée une dépendance. Les gens sont dépendants à la drogue, comme les gens sont dépendants au pétrole. Donc, c'est exactement le même business. La seule différence, c'est que moi, je fais un business légal. Toi, tu fais un business. Tu vois, alors, voilà. Est-ce que c'est un peu le problème que les Indiens, les populations autochtones des États-Unis ont eu avec un néoloduc qui devait passer dans leur terrain et Barack Obama a dit qu'il devait régler le problème alors qu'il ne l'a pas réglé? Bon, il a réglé puisqu'il avait suspendu le projet. Sauf que quand il est parti, lorsqu'il est parti, Donald Trump l'a relancé et après Joe Biden l'a de nouveau suspendu et puis il vient de nouveau Donald Trump de le relancer. Alors, le problème, c'est que idéologiquement, il y a une telle division aux États-Unis que les démocrates et les républicains, avant le consensus qui était, si tu veux, la pierre angulaire pour pouvoir gérer le pays, ce consensus-là n'existe plus. C'est chacun va essayer de convaincre les gens qu'il a la meilleure idée, qu'il est le plus beau, le plus grand, le plus fort. Et quand il arrive aux affaires, il déglingue tout ce que son prédécesseur a fait en disant que c'était un incompétent, il a fait n'importe quoi, c'est lui le meilleur, c'est lui qui a la meilleure idée, etc., etc. Ce n'est plus dans le style où, même si mon prédécesseur a fait n'importe quoi, mais moi je vais essayer de réparer sur mieux. Un peu comme Barack Obama avait fait lorsqu'il arrive au pouvoir, après que 8 années de George W. Bush, qui ont laissé une très mauvaise image de l'Amérique à travers le monde. Déjà l'invasion en Irak, l'idée de l'axe du mal où on désigne l'Iran, la Syrie et puis je crois la Russie. Et donc toutes ces choses-là qui avaient fait que, et puis le fait que l'état de droit, qui était la base même du droit, enfin l'état de droit, oui, enfin le respect du droit international, qui était la base des relations entre les États et qui permettait cette espèce d'équilibre et surtout de maintenir la paix à travers le monde, était balancé d'un revers de la main par les Américains, puisque les Américains, après l'effondrement du mur de Berlin, étaient un peu devenus les garants de cet ordre mondial-là par le respect du droit international. Et c'était eux qui veillaient à garantir le respect du droit international. C'est la raison pour laquelle ils avaient argué que c'était dans le cas du respect du droit international que l'Irak avait violé en envahissant le Koweït,
qu'il fallait déguerpir l'Irak. Donc, ils sont allés attaquer l'Irak. C'est comme ça que l'ONU lui a donné, les Nations Unies, le Conseil de sécurité a donné mandat aux Américains. Ils ont formé une coalition. Ils sont partis, ils ont dégagé Saddam Hussein. Sauf qu'en 2004, ce n'est plus du tout la même chose. On est revenu avec un scénario complètement monté de toutes pièces. En réalité, l'objectif, c'était faire partir Saddam Hussein, y installer un régime qui soit pro-américain et essayer de contrôler les réserves pétrolières et gazières de l'Irak. Et donc là, sous George W. Bush, les Américains disent que désormais, nous, on ne respecte plus le droit international, mais on impose notre vision du monde par la force. Et c'est là où la première scission déjà entre les États-Unis et le reste du monde va se faire. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas d'État suffisamment puissant pour pouvoir s'opposer frontalement aux Américains, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique. Et donc, la donne a changé à partir de 2011, lorsque la Russie, sous Vladimir Poutine, qui était là depuis 1999 et qui a vu comment il y a eu la guerre au Kosovo en 1997, il a vu l'élargissement de l'OTAN avec l'intégration des pays baltes et de la Pologne en 2008. Et donc, quand il fait son discours de 2009, il dit que bon, c'est terminé. Les États-Unis ne respectent rien. Ils ne respectent aucun pays. Et donc, à partir de maintenant, moi, je vais répondre coup par coup à chaque violation, à chaque fois que je vais constater que mes intérêts sont menacés. Et puis, il y a 2011, avec soi-disant, en se basant sur les printemps arabes qui avaient vu le renversement du gouvernement Belhani, puis le renversement du gouvernement d'Hosni Moubarak, les États-Unis, la France et l'Angleterre, sans aucun mandat de l'ONU, parce que là, les Chinois et les Russes ont mis un veto pour dire que vous avez déjà fait suffisamment de dégâts comme ça, vous êtes en train de bouleverser l'ordre géopolitique mondial, donc on ne va pas vous accorder un mandat onusien pour aller déstabiliser encore un pays qu'on considère comme étant stratégique dans la lutte contre, si tu veux, l'élargissement de la menace terroriste, notamment en Afrique. Et donc, les Français, les Américains et les Anglais, donc Barack Obama, Nicolas Sarkozy et David Cameron, vont donc décider d'outrepasser le fait qu'il n'y ait pas de résolution des Nations Unies qui leur donne ce mandat-là, et ils vont aller faire tomber le régime de Kadhafi, et après on connaît la suite. Il va y avoir une véritable digue qui va exploser. Et donc les armes qui étaient en possession de Kadhafi vont très vite se retrouver entre les mains des groupes terroristes qui vont donc décider de prendre le contrôle des pays du Sahel. Et donc on va commencer à voir le Mali qui va être déstabilisé, puis le Niger, puis le Burkina Faso. Et donc jusqu'à présent, ces pays-là font face à cette menace terroriste-là. Et puis donc on voit bien que à partir de 2011, la Chine aussi va commencer à dire on n'est plus d'accord, mais uniquement sur un point de vue politique, parce qu'ils bénéficient, ils disposent du droit de veto aux Nations Unies. Et puis après, avec les événements liés à l'invasion russe en 2023, parce que il faut savoir qu'à partir de quand on a la chute de Kadhafi en 2011, on voit ce que ça a causé au Mali en 2012, où le gouvernement malien allait quasiment tomber. Ça va entraîner la chute d'Amadou Toumani Touré, l'arrivée du capitaine Sanogo. Ça va créer une crise politique terrible au Mali. Et puis, il va y avoir l'arrivée de la France qui va en fait pas enrayer véritablement la propagation, l'avancée. Ça va freiner un peu l'avancée djihadiste. Puis après, il va y avoir des divergences de vues sur la stratégie. Et après, on connaît la suite. Il va y avoir les coups d'État de 2020-2021. Et puis, la dégradation des relations politiques entre le Mali et la France. Et puis, de manière plus large, entre le Niger et le Burkina Faso. Et donc, on voit bien qu'à cause de tout ça, et puis maintenant on a les événements aussi, pour moi qui est majeur, c'est l'invasion en Ukraine, c'est-à-dire que le fait que les Occidentaux, derrière les États-Unis vont décider, les Européens et les Occidentaux de manière générale vont décider de sanctionner la Russie, eh bien la Russie n'a fait que mettre en pratique les menaces qu'elle avait déjà faites depuis 2009, à savoir qu'il était hors de question de laisser maintenant les États-Unis faire. C'est la même chose, c'est la raison pour laquelle la Russie va accorder son soutien à Bachar al-Assad en 2014, parce que normalement Bachar al-Assad devait tomber. La Russie a permis à Bachar al-Assad de tenir 10 ans. Et donc,
et donc les événements liés à l'Ukraine, parce qu'en 2014, il y a eu la révolution de Maïdan qui est considérée comme un coup d'État en réalité par la Russie, qui avait fait que de manière anticonstitutionnelle, un président démocratiquement élu, mais certes pro-russe, a été renversé avec l'appui des Américains, on le sait. Victoria Nuland, qui était l'ancienne secrétaire adjointe au département d'État, l'avait dit. Elle était arrivée en Ukraine avec $1 milliard en cash qu'elle avait distribué aux partis politiques, à l'administration et tout ça là, qu'elle avait, qu'elle avait distribué aux ONG locales pour provoquer une forme de révolution et renverser le pouvoir de Viktor Yanukovych. Ça, on le sait aujourd'hui, c'est acté, c'est reconnu, parce que les Américains voulaient absolument que l'Ukraine entre dans l'OTAN pour pouvoir y installer des bases. Et donc, on va voir qu'à partir de là, la Russie va véritablement dire que ce n'était plus acceptable du tout. Et puis on connaît la suite. Il va y avoir le soulèvement des populations russes qui sont à l'est de l'Ukraine, donc qui font partie du Donbass. Puis il va y avoir cette guerre-là qui va durer 8 années. Et puis Vladimir Poutine qui va décider d'entrer véritablement dans la danse avec la reconnaissance de ces 4 oblasts, leur intégration, l'organisation de référendums pour demander leur attachement à la Russie, puis leur intégration dans le territoire russe. Et puis, on sait après, il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine parce que l'Ukraine était en train de préparer une attaque coordonnée massive contre les troupes, contre les forces pro-russes qui étaient déployées dans le Donbass. Donc on voit bien qu'à partir de cet instant-là, les États-Unis, depuis donc 2004, n'étaient plus considérés par les autres puissances, en l'occurrence la Chine et la Russie, comme étant le véritable garant de l'ordre mondial, le véritable garant du droit international. Puis à partir de là, la Russie va commencer à s'opposer à partir de 2011 et disons 2011-2014, véritablement à partir de 2014, parce que frontalement, ils vont arriver sur le théâtre syrien et vont dire que c'est terminé. Vous avez fait tomber Hosni Moubarak, vous avez permis que Ben Ali parte, certes, c'était des dictateurs, mais pour ce qui que vous avez permis que Kadhafi parte, et on a vu les dégâts que cela a causé, et donc il est hors de question que Bachar al-Assad parte aussi, parce que derrière aussi, il y avait des questions liées à des intérêts liés au gaz et au pétrole. Et donc, à partir de là, on voit bien que la Chine et la Russie vont commencer à s'opposer frontalement. Mais c'est parce qu'elles en ont maintenant les capacités. Je rappelle que la semaine dernière, un des émissaires de Vladimir Poutine était en Russie dans le cadre d'un rapprochement entre Moscou et Washington. Il était à Washington et on lui a justement demandé, est-ce que vous espérez une levée des sanctions américaines contre la Russie? Il a dit devant les journalistes, non, ils ne veulent pas. Ils veulent au contraire maintenir les sanctions. Pourquoi? Tout simplement parce que ces sanctions-là leur ont permis d'ouvrir les yeux et de se réindustrialiser, de réorganiser leurs forces, de devenir plus indépendants, plus souverains, moins dépendants de l'extérieur. Et donc, de ce point de vue-là, il estime qu'au contraire, les sanctions occidentales ont renforcé la Russie, aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique, que sur le plan militaire. Et donc, tout ça fait que pour eux, de leur point de vue, ça a été une claque en quelque sorte, qui les a rêvés parce qu'ils étaient endormis dans le concert des nations. Et on voit aussi que la Chine a un autre discours. L'autre discours, c'est pour la question de Taïwan, alors qu'avant, c'était... On maintenait une forme de silence, on faisait une espèce de diplomatie, soft, une diplomatie soft, c'est-à-dire qu'on donnait de l'argent aux États en échange du fait qu'ils ne reconnaissent pas Taïwan et qu'ils reconnaissent plutôt la souveraineté de la Chine sur Taïwan. Mais aujourd'hui, Xi Jinping n'est plus dans cette doctrine-là, il est dans une doctrine de force quasiment. Il n'hésite plus à dire que Taïwan rentrera dans les rangs de la Chine de gré ou de force, tôt ou tard, le Taïwan fera partie de la Chine et que la Chine se réserve le droit d'utiliser tous les moyens possibles, y compris la force. Cependant, puisque ce sont les mêmes nations, pour l'instant, la Chine veut privilégier les voies pacifiques pour amener Taïwan à rentrer dans les rangs. Mais Taïwan résiste encore en grande partie avec le soutien des États-Unis, parce que ce sont les États-Unis qui arment Taïwan. Ils entretiennent la doctrine qu'on appelle l'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire que on
on reconnaît à la Chine le droit de revendiquer Taïwan, mais on reconnaît aussi le droit à Taïwan de se défendre en cas d'agression extérieure. Et donc, par conséquent, Taïwan a le droit de s'organiser, d'acheter des armes et même de nouer des partenariats défensifs avec des pays, dont les États-Unis. Donc, on voit, mais évidemment, ça tenait encore jusqu'il y a quelques années. Maintenant, on le sait, d'un point de vue technologique, la Chine a dépassé les États-Unis. Maintenant, est-ce que sur la technologie militaire, les Chinois sont devant? Ça, on ne le sait pas encore. Pourquoi? Parce que la Chine n'a jamais été sur un théâtre de guerre dans lequel elle a pu démontrer sa puissance militaire. Or, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont participé à plus de 800 théâtres d'opération. L'armée américaine est connue et reconnue pour son expérience et son expertise sur les théâtres de guerre. Or, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Chine n'a participé à aucun conflit militaire. Et donc, de ce point de vue, il est assez difficile de dire si la Chine est en capacité de pouvoir prendre Taïwan par la force et pour pouvoir faire face en cas d'implication de l'armée américaine dans le cadre de la défense de Taïwan. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis que Xi Jinping est arrivé au pouvoir, le budget militaire de la Chine a été multiplié par 5. Quand Xi Jinping est arrivé, le budget tournait aux alentours de 15 milliards de dollars. Là, maintenant, c'est à plus de 75 voire 80 milliards de dollars. Et c'est sans cesse en hausse. Même quand la Chine connaît des périodes assez difficiles sur le plan budgétaire, mais le budget de la défense chinoise ne cesse d'aller à la hausse. L'objectif est de pouvoir avoir une armée qui soit en capacité de faire face à l'armée américaine sur tous les plans. Sur le plan aérien, sur le plan terrestre, sur le plan naval, sur le plan spatial, sur le plan stratégique, sur le plan de la cybersécurité. Donc, les Chinois travaillent activement dans le développement de leur armée. C'est vu, c'est connu. Il y a plein de documentaires qui l'expliquent très bien dans les réseaux sociaux. Si vous allez sur YouTube, il y a plein de documentaires qui l'expliquent. Donc, on voit bien que c'est pour ça que on voit que l'ordre mondial tel qu'on l'a connu en fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de mon point de vue, a pris fin le 24 avril 2023. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, on va voir la Russie qui va définitivement décider de reprendre la place qu'elle estime être la sienne, c'est-à-dire défendre sa sphère d'influence qui reste les pays qui sont à la frontière, les pays qui sont à la limite de cette frontière. Et donc, pour elle, il est hors de question d'accepter déjà une expansion de ces États, une expansion de l'OTAN tout au long de la frontière russe, parce qu'il faut savoir que les États-Unis appliquent une vieille doctrine qui date des années Carter. C'est la doctrine Rebinski. C'était l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Jimmy Carter qui lui expliquait que la première menace américaine étant russe, il fallait donc veiller à faire tomber l'Empire soviétique et à démanteler la Russie en la divisant en 34 ou 35 États. Et donc, pour faire tomber la Russie, cela passait par des points stratégiques par lesquels il fallait, si tu veux, en quelque sorte, affaiblir la Russie. Donc, ça passait par 3 pays. Ça passait par la Géorgie, ça passait par l'Ukraine et ça passait par la Pologne. Sauf que la Pologne est rentrée dans l'OTAN, elle est dans l'Union européenne, et donc pour les Russes, la Géorgie et l'Ukraine étaient des questions de sécurité nationale. Donc il ne fallait absolument pas y toucher. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on a vu des troubles en Géorgie en 2008, on a vu l'intervention de la Russie. La Russie est rentrée en Géorgie et a repris possession de l'État. On se rappelle du voyage que Nicolas Sarkozy avait fait pour essayer de convaincre Vladimir Poutine de limiter un peu son expansion, de repartir, de renvoyer ses troupes en Russie, mais il n'en a rien été. Les troupes russes étaient restées plusieurs années en Géorgie, mais bref, le message était passé. Aujourd'hui, la question de la Géorgie, même si elle est revenue, on l'a vu avec les élections présidentielles qui s'étaient déroulées dernièrement, dont la victoire d'un pro-russe à la tête du pays est contestée par l'opposition qui est pro-européenne et soutenue par les Américains. Mais bref, avec l'arrivée de Donald Trump et le fait que Donald Trump, pour lui, l'Europe ne l'intéresse plus, c'est la raison pour laquelle on n'entend plus trop parler aussi de la Géorgie. Reste la question ukrainienne avec les négociations qui sont en cours actuellement. Et puis, on le sait, l'émissaire Steve Witkoff, a fait savoir que pour les Américains,
l'Ukraine est déjà découpée en deux. Les 4 oblasts qui sont entre les mains de la Russie ne vont pas repartir de sitôt dans l'escarcelle ukrainienne. Hein. Peut-être que l'Ukraine, dans 10 ans ou dans 20 ans, après s'être reconstituée peut-être militairement, va tenter de les reconquérir. Mais ça, j'en doute parce que les Russes, justement, dans les accords qu'ils sont en train de négocier avec les Américains, veulent empêcher tout réarmement de l'Ukraine et toute présence de troupes militaires européennes sur le sol ukrainien. Donc on voit bien que les Américains sont conscients qu'ils n'ont plus la capacité de garantir le respect du droit international dans le monde entier. Et donc, il faut plutôt le garantir, ils préfèrent plutôt garantir leurs intérêts. Et c'est la raison pour laquelle ils veulent également alléger le dispositif militaire en Europe et reconcentrer leurs efforts militaires, non pas du côté de l'Atlantique, mais plutôt du côté du Pacifique. Parce que pour eux, leurs intérêts vitaux se trouvent dans le Pacifique. Et la menace la plus forte qui pèse sur ces intérêts vitaux-là, c'est évidemment la Chine. Donc on voit un peu comment tout ça s'est transformé. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio ou la plus de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.